Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis Marie Lefebvre. Je travaille comme agente de recherche au Décanat des études et je suis responsable d'un cours en ligne qui s'appelle ATE 800, Intégrité intellectuelle, un savoir-être et un savoir-faire. Alors, ce cours en ligne-là est offert à tous les étudiants de maîtrise sans mémoire, des ESS et programmes courts, et aussi tous les étudiants de bac. C'est un cours qui est obligatoire. Il est en ligne, il est sur Moodle et il est d'une durée de 3 heures. Alors, on a vu aujourd'hui du matériel qui est préparé pour les formations hybrides. Alors, c'est du matériel qui est offert en ligne. Et je me demandais, moi, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de vous présenter les outils de suivi de Moodle parce que tous les efforts qui sont mis à préparer ce matériel-là, est-ce que les étudiants les consultent vraiment? Est-ce qu'ils font les exercices? Est-ce ils voient les vidéos? Alors, je me suis intéressée à cette question-là et c'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Alors, mon plan de présentation, je vais vous donner tout d'abord le contexte du cours ATE 800, Intégrité intellectuelle, la structure du cours, les outils de suivi dans Moodle qui permettent d'avoir des données globales sur le groupe et aussi des données spécifiques sur chaque étudiant. Et je vais aussi vous parler brièvement de l'intérêt pédagogique de ces outils de suivi-là. Alors, le cours ATE 800 a été créé à l'automne 2011. Il est né d'un besoin qui a été rapporté par le comité de discipline, qui avait de plus en plus de cas d'étudiants qui se présentaient devant le comité de discipline parce qu'ils ne savaient pas citer correctement leurs sources de référence dans leurs documents, puis ils se retrouvaient devant le comité, puis ils disaient, ben, je ne savais pas, je n'ai pas eu de formation, je ne sais pas comment citer mes sources. Alors, le cours a été d'abord offert en salle. C'était d'une durée de 3 heures en salle. Et à l'automne 2012, comme je travaille au Décanat des études et que je ne pouvais pas donner de la formation de façon continue à tous les étudiants, il a été décidé d'offrir la formation en ligne. Alors, c'était une formation qui est tiré de l'expérience de ATE 800 en salle. J'avais déjà donné la matière. Je savais où les étudiants avaient des difficultés. Alors, c'était retransposé pour être donné en ligne. À l'automne 2014, la clientèle s'est élargie. Ça a été donné non seulement aux étudiants de cycle supérieur, mais aussi aux étudiants de bac dans le cadre du cours de com. Alors, tout le matériel de ATE 800 a été intégré dans les cours de com 115, 129 et 110. Alors, à ce jour, il y a 4 835 étudiants qui ont suivi l'atelier, dont 2 280 au cycle supérieur et 2 555 au premier cycle. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui l'ont suivi, le cours. La structure du cours, c'est 11 thématiques qui sont présentées sous forme de capsules. Chaque capsule comprend un clip vidéo, la verbatim du vidéo, un exercice de compréhension de 5 questions et comme ça se passe en ligne et que les étudiants ont parfois des questions, il y a un espace de forum pour poser les questions. Et ça se conclut avec un examen final de 22 questions aléatoires. Et j'ai aussi un sondage pour obtenir du feedback, un sondage qui est créé dans Moodle. Alors ça, le cours lui-même se présente de cette façon-là. Chaque capsule, il y a une capsule vidéo et l'étudiant doit cliquer sur l'icône pour démarrer le vidéo. Et quand il déclenche le vidéo, ça apparaît dans une fenêtre YouTube, dans la visionneuse de YouTube. C'était fait de cette façon-là parce que les clics sont comptabilisés dans Moodle plutôt que de passer directement dans YouTube où je n'aurais pas les données statistiques. Ça a l'air un peu compliqué, mais on va en reparler un petit peu plus loin. Alors, il y a aussi le verbatim, les hyperliens de référence, l'exercice de compréhension, enfin, tous les éléments que j'ai mentionnés il y a quelques instants, et puis l'espace de forum pour poser les questions qui est relié directement à ma boîte Outlook. Alors, quand un étudiant pose une question, bien, je l'ai directement à mon poste de travail. Il y a aussi, au terme des 11 capsules, le test d'évaluation
qui comporte 22 questions aléatoires. Parce que c'est bien beau, l'étudiant fait ça en ligne, mais c'est pour la prévention du plagiat, donc je ne voulais pas favoriser non plus le plagiat. Donc, j'ai une banque de questions avec ces 22 questions-là. Et ils ont 30 minutes pour faire l'examen et une seule tentative. Quand on est en présentiel, bien, on peut obtenir du feedback de la part des étudiants. On voit leur intérêt, on voit les questions, on voit un peu leur réaction. Mais quand on est en ligne, eh bien là, il a fallu que je trouve une autre façon de retirer mon feedback. Donc, dans un premier temps, je ne connaissais pas les outils de suivi de Moodle. Donc, j'ai décidé de créer un formulaire d'évaluation avec un sondage anonyme. Alors, ce sondage-là se présentait de la façon suivante. J'ai 16 questions, dont 14 ouvertes. Et là, j'allais vérifier, est-ce que tous les sujets, est-ce qu'il y avait des sujets qui devaient être ajoutés, quels étaient les sujets qui étaient trop longs, est-ce que les sujets étaient trop courts, s'ils étaient trop courts, quels éléments je devais considérer à rajouter. Puis, en même temps, vérifier l'utilité. J'ai entre autres des hyperliens de référence pour approfondir les contenus, mais je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment utile? Alors, j'ai posé la question, puis là, bien évidemment, tout le monde a répondu oui, mais je ne savais pas de façon vraiment réelle, est-ce qu'il allait les voir, les hyperliens? Et il y a aussi les verbatims. Je ne savais pas non plus. Dans un premier temps, je n'avais pas mis les verbatims. J'avais juste les vidéos. Et puis finalement, c'est grâce au sondage que les étudiants m'ont écrit, ben oui, on aurait besoin des verbatims. Alors, il y a de plus en plus d'étudiants dont la langue maternelle n'est pas le français. Alors, en offrant le verbatim, ben, c'est un plus parce qu'ils peuvent le regarder à volonté. Alors, c'était bien beau d'avoir le sondage, mais je me rendais compte que malgré tout, il y avait une limitation, puis je ne savais pas dans quelle mesure, c'est bien beau de me dire, ah oui, les hyperliens, c'est très intéressant, on est content de les avoir, mais est-ce qu'ils vont vraiment les voir? Alors, c'est là que je me suis dit, ça ne se peut pas que dans Moodle, il n'y ait pas une façon d'aller chercher cette information-là. Je voulais, en premier, avoir le schéma de consultation global des éléments du cours par l'ensemble des étudiants. Et c'est là que j'ai découvert que dans les menus de Moodle, pour ceux d'entre vous qui êtes familiers avec cet environnement-là, dans les réglages qui ont trait à l'administration du cours, eh bien, il y a moyen d'avoir beaucoup de différents types de rapports qui sont, dans un premier temps, si on regarde ici, qui sont générés par des filtres. Alors, on peut avoir des rapports par date, par groupe, par historique en direct. Il y a vraiment beaucoup de données qu'on peut obtenir et faire des recherches. Et il y a aussi un rapport d'activité du cours. Ah bien ça commence déjà à être beaucoup plus intéressant parce que ça donne accès au nombre de consultations de chaque élément du cours et ce, pour l'ensemble des étudiants. Alors, ça se présente de cette façon-là. J'ai tous les éléments de mon cours, toutes les capsules, tous les contenus dans chaque capsule, et j'ai le nombre de consultations de chaque élément. Alors, si on prend la capsule 2, Intégrité intellectuelle, quand je veux voir, il y a combien de personnes qui ont regardé les vidéos? Alors, j'ai 49 étudiants dans mon groupe, et je vois le chiffre 58. Alors, bien, ça veut dire qu'il y a des étudiants qui le regardent plus qu'une fois. Donc, c'est déjà un bon indice de dire, ah bon, bien, les vidéos, oui, ils les regardent. Alors, je peux voir là, à travers les 11 capsules, l'intérêt. Souvent, c'est plus élevé au début parce que tout nouveau, tout beau, et plus ça descend, plus les sujets sont complexes. Bien là, des fois, on voit que les chiffres varient un peu. Alors, la verbatim, 49 personnes, donc 49 clics dessus, les hyperliens, 29. Et là, j'arrive à l'exercice de compréhension, puis je vois le 699. Bien, je sais bien que je n'ai pas 699 étudiants dans mon cours. On se rappelle que c'est toujours le nombre de clics. Mais dans mes exercices, j'ai 5 questions pour mon exercice de compréhension, fois 49 étudiants, donc ils sont allés consulter. Il n'y a pas de points qui sont attachés à ça. Donc, ils font l'exercice, ils vont vérifier le feedback qui est donné sur le vrai, puis le feedback qui est donné sur le faux. Alors là, mes chiffres augmentent. Ça, les étudiants, moi, je le savais déjà dans le sondage, ils raffolent des exercices. Ils aiment ça effrayant. Même s'il n'y a pas de points qui sont rattachés à ça, ils en redemandent. Souvent, quand dans
dans mon sondage qu'on a vu auparavant, ils me disent « Ah, les exercices, on aimerait ça en avoir plus. » Donc, je savais qu'il y avait un intérêt de ce côté-là. L'espace pour poser les questions, j'ai 12 clics. C'est sûr que l'espace, sur le coup, ils ne se rappellent peut-être pas que c'est un forum. Ils sont allés voir l'environnement, ils n'ont pas nécessairement posé des questions, mais il y a quand même un intérêt. Donc, c'est déjà un premier indice plus riche que le sondage que j'avais fait auparavant. Et on voit que pour chaque élément, il y a aussi la date du dernier accès, la dernière consultation. Donc ça donne une idée un petit peu de qu'est-ce que c'est qui a été consulté quand. Alors ça, c'était un premier élément. Bon, on voit qu'ils consultent les éléments, mais quand est-ce qu'ils les regardent? À quel moment dans la session ils font les activités proposées? Alors ça, c'est d'autres données qu'on peut avoir. Alors, j'ai donné 2 exemples. Au cycle supérieur, les étudiants qui doivent faire la formation, ils ont 1 semaine pour faire la formation, et ça, c'est prévu qu'ils le font au début de la session, puisqu'ils vont apprendre comment citer correctement. Bien, ils vont pouvoir réinvestir leurs nouvelles acquisitions dans leurs travaux. Alors, on voit que sur 1 semaine, la date limite pour faire la formation, c'était le 7 février. Alors, comme tout bon étudiant, qu'est-ce que c'est qu'ils font? Souvent, à 1 jour, juste avant la fin, eh bien là, on voit l'intérêt. Là, tout le monde se dépêche à faire la formation avant la date limite. Au premier cycle, le scénario est un peu différent. Ils ont toute la session pour le faire. Alors, on voit, il y en a qui commencent tranquillement. Au début de la session, ils vont explorer un peu. Et puis là, avant la date limite, oups, là, ça remonte. Et puis, tout le monde s'en va consulter le matériel. Alors, c'est un bon indice. Si j'avais un cours sur la session au complet, eh bien, ça me permettrait de rajuster le contenu de mon cours puis de dire, je vais figurer des moments charnières dans mon cours où ils vont avoir à consulter du matériel à un moment donné, et ça me permettrait de les forcer et un petit peu mieux de réajuster les consultations. Pour un cours de 3 heures, je n'ai pas fait ça, mais dans d'autres circonstances, ça serait quelque chose à considérer. Maintenant, je me suis demandé, est-ce qu'on pouvait savoir quels étudiants ont consulté un contenu spécifique dans le cours? Eh bien oui, on peut lire ces données-là. Alors, quand on va dans le rapport de participation au cours, eh bien, on a un fil qui nous permet de chercher pour chaque activité exactement le nombre d'étudiants qui a consulté cette activité-là et qui l'a fait. Alors, j'ai 56 étudiants qui étaient inscrits au départ. Et si je veux rechercher un nom en particulier, eh bien, j'ai juste à cliquer sur les initiales de la personne. Et puis, à ce moment-là, ça va me donner la consultation de cette personne-là. Alors, comme j'ai pris l'environnement de cours réel que j'ai donné cet hiver, j'ai masqué les noms, là, parce qu'on va respecter la confidentialité des étudiants. Alors, j'ai ici l'étudiant A. Est-ce que l'étudiant A a consulté le verbatim? Pas du tout. Est-ce que l'étudiant B l'a consulté? Oui, il l'a consulté 2 fois. Donc, ça me permet déjà de savoir qu'est-ce que c'est qui est consulté. Si un étudiant a de la difficulté, eh bien, on peut se référer et dire, ouais, bien là, s'il n'y a pas eu un résultat trop intéressant et qu'il n'a pas consulté le matériel, ça commence mal. Quels étudiants, maintenant, ont fait un quiz spécifique du cours? Parce que là, on a vu que dans chaque capsule, j'ai un quiz. Mais qui l'a fait, ce quiz-là? Alors, il y a moyen d'avoir ces données-là. Alors, pour un quiz donné, mettons le quiz de mon module 2, eh bien, j'ai la liste de tous les étudiants qui l'ont fait. Bien là, j'ai pas mal plus que ça. J'ai exactement à quel moment ils l'ont fait, quand est-ce qu'ils l'ont commencé, quand est-ce qu'ils l'ont terminé, combien de temps ça a pris. Alors, si je regarde mon étudiant C, eh bien, ça lui a pris 4 minutes 28 secondes pour le faire. Il a obtenu 60 %. Et on voit il y avait 5 questions, et on voit où est-ce que c'est qu'il a échoué les questions. Puis je peux aller encore beaucoup plus loin que ça. Si je clique sur son nom, je peux avoir son profil personnel de consultation dans le cours. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Est-ce qu'il a consulté le matériel du cours avant de faire le quiz? C'est ce qu'on va voir. Alors, quand j'ai cliqué sur son nom, j'entre sur le profil de l'étudiant.
Alors, je vois toutes les informations détaillées du cours, tous les cours auxquels il a suivi. Alors là, il était ce cours-ci, il était en noir, c'est celui qui est en train de suivre. Mais ce que c'est qui est particulièrement intéressant, c'est les différents rapports que je peux avoir, dont le rapport complet de consultation de l'étudiant. Alors, à quoi ça ressemble? Pour chaque élément du cours, j'ai exactement ce que c'est que l'étudiant a fait. Alors, si je prends la capsule 2, est-ce qu'il a regardé le vidéo? Oui, il l'a regardé 2 fois le 25 janvier à 10h48. Est-ce qu'il a regardé le verbatim? Oui, 2 fois 25 janvier 10h48. Est-ce qu'il a vraiment regardé le vidéo? On peut se poser la question. Il a cliqué à 10h48, puis là, ben, il regarde le verbatim aussi. Alors, mais ça nous donne quand même une indication. Les hyperliens, oui, il les a regardés à 10h48 encore. Donc, ça veut dire que l'étudiant probablement butine d'un élément à l'autre, mais bon, il l'a quand même activé. Est-ce qu'il a fait les exercices de compréhension? Oui, il les a fait. Il les a fait 2 fois. Alors, une première fois, il y a eu 60 puis la deuxième fois, 80 Donc, il a vraiment exploré l'environnement. Et puis, ça se poursuit comme ça pour chaque élément du cours. Je l'ai mis plus gros ici pour que vous puissiez le voir. Là, je vous en ai parlé, mais je répète la même chose. Ici, c'est en plus gros. Alors, comment le résultat du quiz de l'étudiant C, qu'on a vu il y a quelques diapositives précédemment, se compare à ceux du groupe? On avait vu qu'il y avait eu 60 puis qu'il avait raté 2 questions. Alors, dans les statistiques globales du quiz, eh bien, j'ai plein de données sur les tentatives, mais là, on parle du groupe. On peut, par FIT, obtenir quelles sont les statistiques sur la dernière tentative des étudiants. Alors là, il y a vraiment toutes sortes de variantes sur les tentatives que je n'aborderai pas dans le détail parce que ce serait trop long. Et dans la même statistique globale du quiz, eh bien là, j'ai toutes mes questions du quiz. Alors, on a dit qu'il y en avait 5. Et je vois le nombre de tentatives qui a été faites pour chaque question. Et ici, c'est très intéressant, j'ai le résultat du groupe par rapport à chaque question. Donc, la question 1 ici a obtenu 87,50 C'est considéré l'indice de facilité. Il y a 87,5 des étudiants qui ont réussi cette question-là. Donc, on voit que le reste, les pourcentages sont plus élevés. Ça veut dire que les étudiants ont de la difficulté avec cette question-là. Le chiffre, même si ici est un petit peu plus élevé, des fois ça peut être 42 ça me donne un indice qu'il y a peut-être un problème avec cette question-là. Elle est peut-être mal formulée, peut-être que le contenu qui est rattaché à la question n'est pas trop clair et a besoin d'être revisé. Donc, c'est tout des données qui sont assez intéressantes pour s'ajuster en tant qu'enseignant. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'on peut apprendre sur le test final? Parce que je vous ai dit que j'avais un examen avec 22 questions qui sont des vrais ou faux, mais qui sont aléatoires et qui sont tirées d'une base de questions. Alors, qu'est-ce que c'est que je peux apprendre par rapport au test final? Alors, je ne veux pas que vous ayez trop peur, mais là, il y a beaucoup de données ici. Alors, dans le test d'évaluation finale, j'ai le résultat de tous les étudiants dans le cours. Alors, c'est un peu comme dans le quiz qu'on a vu auparavant. J'ai à quel moment il a fait le test final, combien de temps ça a pris, les résultats, les 22 questions et tout ce que c'est qui est entouré là, en rouge, les questions de l'étudiant C qui a échoué dans son test final. Comme c'est des questions aléatoires, je ne sais pas moi, la question 1 qui a été posée ici est différente pour chaque étudiant. Donc, si je veux savoir le libellé de la question, tout ce que c'est que j'ai à faire, c'est cliquer sur le petit crochet vert et j'ai le libellé de la question. Donc, ça me donne globalement un peu les résultats du groupe et puis comment est-ce que c'était réussi, puis les zones qui peuvent représenter des difficultés.
ce qui est intéressant, c'est que dans le test d'évaluation, il y a aussi des statistiques qui se rattachent à ça. Moi, ma grosse question, je me disais, c'est bien beau ça d'avoir des questions aléatoires, mais combien de fois une question est-elle posée aux étudiants? Et ces données-là, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est que si je traite du droit d'auteur, chaque étudiant va avoir 2 questions qui vont lui être posées sur ce thème-là, sur une possibilité de 8. Mais, alors, il va avoir une question qui va être tirée de mon bloc A, puis une question qui va être tirée de mon bloc B. Mais combien de fois, disons, la question 4.4 a-t-elle été posée dans mon groupe? Souvent, j'ai des groupes là, qui peuvent aller jusqu'à 200, 300 personnes. Et je veux savoir, moi, sur ce nombre-là, combien de fois ça a été posé? Alors ici, en haut, globalement, j'ai 51 tentatives. Donc, ça veut dire qu'il y a, il y a eu... les questions ont été posées pour un total de 51, mais cette question-là spécifiquement, la 4.4, elle a été posée 12 fois. Et dans les 12 fois où elle a été posée, il y a 58,33 des étudiants seulement qui l'ont réussi. Donc, c'est encore une fois mon indice de facilité et ça me donne un bon indice de dire, bien là, il y a peut-être un problème, là, parce que normalement, il devrait avoir un équilibre entre les questions et elles devraient tous avoir une moyenne presque similaire. Mais dans ce cas-ci, elle est vraiment très, très basse. Donc, j'aurai à revoir peut-être le libellé de la question. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair ou il y a peut-être un contenu qui manque. Alors, ça me donne des indices qui sont assez riches. Et comme de toute façon, les étudiants doivent, surtout pour les étudiants de cycle supérieur, ils doivent absolument réussir cet examen-là pour avoir leur diplôme, bien, ils n'ont pas à subir peut-être les erreurs que j'ai faites ou des choses qui ne sont pas suffisamment précises pour eux. Donc, c'est vraiment des très bons indices. Alors, quel est l'intérêt pédagogique des outils de suivi? Bien, on a vu que si on se réfère au sondage de départ, bien, c'était plutôt informel. Ça nous donnait peut-être le côté affectif de me dire ah, bien, on a aimé tel élément, tel autre, on n'a pas tellement aimé ça. Mais les autres outils qui sont vraiment dans Moodle sont beaucoup plus précis. Alors, je vous en ai présenté 5 qui vraiment permettent d'obtenir des données beaucoup plus riches et qui permet aussi d'enrichir notre enseignement d'une session à l'autre. Alors, c'est ça, j'ai fait le tour rapidement. Je ne sais pas si vous avez... Vous avez une question où il y a un mauvais taux de facilité, comme celle qui était à 53%. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, pratico-pratique? Est-ce qu'on laisse la note de l'étudiant comme ça ou est-ce qu'il y a moyen de rebalancer la pondération de cette question pour, par équité pour les autres? Ça, c'est un fait qu'il pourrait y avoir de revoir. Dans un premier temps, c'est assez récent que j'ai découvert ces outils-là, donc je n'ai pas réajusté. Je l'ai laissé comme ça, mais c'est quelque chose... De toute façon, maintenant que je suis consciente qu'il y a des problèmes, je vais revoir mon questionnaire et si je vois qu'il y a encore des difficultés, c'est là où je vais réajuster les pondérations. Merci, Marie. C'était fort intéressant et on voit que c'est très riche. Mais ça suscite aussi le questionnement. Ça va susciter mon questionnement, je pense, de mon voisin aussi. C'est qu'à un moment donné, ça devient un petit peu Big Brother is watching you, là. Absolument. Alors, est-ce que peut-être dans la communauté Moodle, est-ce que ça discute de ça dans les forums ou autres? Parce que c'était vraiment très, très individualisé sur... Outre le fait qu'on a un niveau fin de détail, on n'est pas là pour piéger les étudiants, hein? On est là pour les aider. Donc, ça donne quand même des indices. Et puis, quand on dit qu'il a cliqué sur la vidéo, il a peut-être vraiment regardé, comme vous dites, il est peut-être allé répondre au téléphone. Ça, mais ça nous donne quand même un indice, parce que moi, je le voyais, j'ai décelé certains schémas de consultation, et puis souvent, ce qui arrive, comme j'ai des dates limites, c'est pas tous les étudiants, mais il y en a quand même un bon pourcentage, ce qu'ils font, consultent pas les vidéos, consultent pas les hyperliens, ça, les hyperliens, on oublie ça, mais par contre, s'en vont directement aux exercices, le font une fois, 2 fois, vérifient le feedback, et puis là, serrent les mains, disent « Parfait, j'ai réussi mes exercices, je m'en vais direct, je suis prêt pour le test d'évaluation. »
Et dans le test d'évaluation, je le vois dans les résultats, je me dis, je sais que dans ce cours-là, il y a 2 modules, 2 capsules qui sont particulièrement difficiles, qui sont la citation d'idées et la citation de texte. Puis s'ils n'ont pas vu les vidéos, automatiquement ou presque, ils ont un échec parce que le contenu est là. Donc, je tiens compte de ça, des données que j'ai vues. Puis des fois, je me dis, mais voyons, comment ça se fait qu'un étudiant a pris, je ne sais pas moi, 25 minutes et puis qui a un échec cuisant. Alors, c'est comme ça que je suis allée voir dans le profil de consultation. Puis je me suis dit, bien, 1 plus 1 fait 2. Il n'a pas regardé les vidéos. Il a fait un exercice peut-être sur les 11 qui sont proposés. Alors, ce n'est pas le Big Brother, mais c'est un Big Brother bienveillant. Oui, bonjour, je suis Bonjour. Patrick Saint-Louis de l'ETS. Je n'ai pas suivi toute la présentation, mais j'ai suivi une partie et je vois que c'est vraiment très intéressant. Même si l'objectif n'est pas vraiment de suivre un étudiant à la lettre, mais ça peut quand même donner une idée de la classe en général pour voir est-ce que les étudiants, est-ce que c'est un groupe qui suit vraiment, qui utilise les ressources qui sont déposées. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'activer des notifications aussi? C'est-à-dire, on peut voir le pourcentage d'étudiants qui utilisent les ressources, qui font les quiz. Est-ce qu'on peut l'automatiser aussi? Est-ce qu'on peut l'automatiser dans le moment? Il est déjà comme préfiguré. Ces données-là arrivent automatiquement. Je n'ai pas joué avec ça pour voir s'il y avait moyen de... Mais je ne sais pas si je saisis bien votre question, mais OK. à la rigueur, pour le déroulement du contenu, je pourrais dire, mettons, il faut qu'il ait vu une capsule et réussi un quiz avant d'accéder à la section suivante. Donc, je pourrais moduler comme ça. Ça OK. éviterait le Oui. bourrage de crâne de dernière minute, là. Effectivement, ça, c'est un moyen. Mais si on avait la possibilité aussi de l'automatiser pour avoir des notifications, par exemple, Oui. avant le prochain cours, pour Oui. avoir une notification, admettons que 80% des étudiants n'ont pas effectué le quiz ou n'ont pas Oui. visionné les vidéos, les ressources ou pas. Donc, on a une notification qui l'indique. Donc là, on saurait qu'on a affaire à une classe qui n'est pas vraiment totalement préparée pour le prochain cours. Donc, on saurait comment s'arranger pour pouvoir Oui. donner le cours. Vous avez parfaitement raison. Quand on a vu, est-ce que les étudiants avaient fait, disons, un quiz? Puis là, j'avais la liste de tous les gens qui étaient là, mais les absents, là, je peux voir par rapport à ma liste de classe qui ne l'a pas fait. Alors, je pourrais envoyer un courriel dans l'environnement puis de dire, vous deviez faire le quiz, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une difficulté? Oui. Oui? Pour faire un suivi avec la première question sur le Big Brother, là, est-ce Oui. que vous avez confronté des étudiants, pas sur le fait qu'ils aient fait un quiz ou pas, mais par exemple, quelque chose de plus subtil, est-ce qu'ils ont vu une vidéo ou pas? Est-ce que vous leur avez dit, tu n'as pas fait la vidéo, et puis est-ce qu'ils vous ont répondu, mais comment vous le savez? Vous Non. nous espionnez? Ou... Non, je n'ai pas fait de feedback, je n'ai pas fait de contrôle comme ça de chacun. J'ai laissé libre. Moi, je me dis, ils ont un cours de 3 heures à faire. Il y a une part de responsabilité personnelle. On est en train de les outiller à comment faire des références de façon adéquate. Maintenant, s'ils ne le regardent pas, c'est comme quand il ne va pas à un cours. Il en subira les conséquences. J'imagine, avec le nombre d'étudiants que vous avez, vous ne pouvez pas non plus... Non. Alors déjà, que pour les étudiants de cycle supérieur, quand ils sont au bac, la formation, ils ont toute la session à faire, ils ont les différents modules et c'est enrichi en salle de classe. Mais au cycle supérieur, ils le font tout seuls. Et j'ai justement une auxiliaire d'enseignement qui justement est ici aujourd'hui. Et souvent, les étudiants ne sont pas habitués à faire des formations en ligne. Alors, comme ils sont divisés par groupe, puis chaque groupe doit faire la formation sur une période d'1 semaine, on est obligé de leur écrire puis de leur dire, n'oubliez pas, là, votre cours doit être fait, disons, entre le 1er et le 7 février. Alors déjà, on communique avec eux, puis quand on voit qu'ils n'ont pas fait l'examen, eh bien, on recommunique avec eux, on dit, bien là, on voit que vous êtes rendus à la date limite et que vous n'avez pas... fait la formation, donc il y a des rappels. On est obligé de faire un accompagnement pour être sûr de s'assurer
ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes face à cette formation-là. Mais quand dans mon sondage, qui est plus, si on peut dire, informel, j'ai une mine de renseignements. Et les étudiants apprécient beaucoup, beaucoup le cours. Cette formule-là leur convient très, très bien. Et ils disent, on le fait au moment que ça nous convient. On peut en faire une demi-heure, une journée, 1 heure le lendemain. Et ils aiment beaucoup, beaucoup cette formule-là. Bien, merci beaucoup, Marie. Bien, C'était bienvenue. très intéressant.